Bienvenue ici dans le Réflecteur Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réflecteur. Alors je suis très heureux aujourd'hui de reprendre, de continuer cette série sur la guérison des traumas et le système nerveux. Donc on avait mis en pause là pendant quelques semaines, on a parlé d'Ayurveda. Et je suis désolé pour ceux qui attendent cet épisode depuis un moment, j'ai pris un tout petit peu de retard sur la publication. Mais nous revoilà sur cette série qui me tient à cœur sur le système nerveux. Donc pour ceux qui débarquent peut-être un peu ici, vous pouvez regarder, il y a eu 2 épisodes sur le système nerveux déjà, qui ont été publiés. Et aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément dans ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Donc il y a un travail d'un biologiste qui s'appelle Stephen Porges et qui a étudié en fait à travers il a étudié le système nerveux des animaux et il étudie l'évolution. Donc c'est très intéressant parce qu'à travers son travail, on peut voir l'évolution du système nerveux et reconnaître en fait en tant qu'humain ces stades d'évolution du système nerveux entre eux, la hiérarchie de ces systèmes nerveux et leurs interactions en fait, en comprenant l'histoire aussi de la construction du système nerveux. Donc l'épisode s'appelle les paysages du système nerveux parce qu'en fait c'est 3 états principaux de notre système nerveux autonome. Donc là on parle vraiment du système nerveux autonome, c'est-à-dire ce qui se passe malgré nous, au-delà de notre conscience et de notre volonté. C'est des états du système nerveux qui nous permettent de maintenir l'équilibre, l'homéostasie, le fonctionnement de notre organisme. C'est comme l'intelligence de notre corps malgré nous qui fait que tout fonctionne. Donc c'est très très important d'avoir une certaine compréhension, en tout cas une expérience de ces différents états du système nerveux, parce que la conscience qu'on va pouvoir avoir et qu'on va pouvoir poser sur la qualité de ces états-là va nous permettre de pouvoir naviguer et de ne pas rester bloqué dans un des états qui à long terme crée toute forme de déséquilibre à la fois dans le corps physique, mais on le verra aussi sur le type de croyance, le type de comportement qu'on peut ensuite avoir. Et pourquoi c'est si important pour moi de parler de ça et d'aller en profondeur sur ces sujets-là? Mais parce que si on ne travaille pas sur le système nerveux, en fait, on est très limité sur la capacité qu'on a de se transformer et de voir plus loin que ce qu'on connaît du monde. Parce que c'est l'état de notre système nerveux qui va déterminer, en fin de compte, le spectre, et c'est pour ça que j'appelle ça des paysages, parce que ça ouvre un certain paysage d'émotions, un certain paysage de comportement et un certain degré d'ouverture de la conscience. Et il y a certaines qualités dans certains états du système nerveux auxquels on a accès, et dans d'autres états du système nerveux, ce n'est pas possible d'y avoir accès. Donc l'idée de l'épisode aujourd'hui, c'est de cartographier d'une certaine manière ces différents états pour que vous puissiez les reconnaître. Parce que le meilleur outil qu'on a après pour apprendre ce qu'on a appelé la régulation, donc pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce concept de régulation, je vous invite à aller voir l'épisode précédent où on parle de neuroception et de régulation du système nerveux. Ça, c'est vraiment des concepts importants à capter pour vraiment peut-être aller plus en profondeur sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais vous comprendrez ce qu'on va voir aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, de voir vraiment comment on peut cartographier comme différents territoires, différents spectres de sensations qu'on peut avoir et dans lesquels qu'on peut apprendre à reconnaître. Et plus on les reconnaît, plus on peut naviguer et switcher en fait d'un état à l'autre. Donc après, il y a des techniques concrètes qu'on peut utiliser pour favoriser ce switch et favoriser cette navigation entre les différents états.
Mais pour moi, l'outil toujours le plus important, le plus central, essentiel, et celui qui est à la base de tous les autres, c'est la conscience. Donc, l'idée de ce podcast, c'est aussi de vous donner des clés pour pouvoir reconnaître ces états-là en vous et que ça résonne, ça commence à résonner et puis que vous puissiez les reconnaître. Et simplement la conscience de savoir que je suis dans cet état-là empêche d'aller dans beaucoup de mécanismes après de sabotage, de culpabilité, qui ne font que renforcer en fait des états de jugement négatif et qui maintiennent la situation dans un état de blocage plutôt que dans une possibilité d'évolution et de mouvement. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été organisé, on va dire, verbalisé par quelqu'un qui s'appelle Stephen Porges. Ça s'appelle la théorie polyvagale. Alors moi, j'apprécie beaucoup ce travail-là parce que c'est le travail d'un biologiste, donc qui nous permet de voir les différentes étapes de l'évolution du système nerveux, donc de voir comment nous, en tant qu'humains, donc il y a ces différentes étapes qui sont vivantes en nous et ces successions de construction du système nerveux. Mais je trouve intéressant parce que ça résonne avec mon expérience personnelle de l'exploration de mon système nerveux et l'exploration du monde intérieur que j'ai fait plutôt moi par les disciplines de la méditation et du yoga. Alors après, c'est des théories, il faut savoir que c'est des théories qui sont en évolution. On est encore en train de découvrir plein de choses sur le système nerveux, le système glandulaire. Je pense qu'on est encore au balbutiement de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Donc voilà, je cite cette théorie pas pour se dire voilà, c'est comme ça que c'est. C'est juste qu'il a posé des mots qui résonnent avec des expériences qu'on trouve aussi relatées dans les textes yogiques ou dans les partages de beaucoup de yogis et que moi j'ai pu retrouver dans mon expérience personnelle. Donc je vais utiliser aussi cette terminologie dans l'intention de pouvoir créer des liens aussi entre les philosophies et les voies d'éveil, on pourrait dire, orientales, et puis aussi ce que les travaux en neurosciences et puis toute la voie occidentale de recherche et de la recherche scientifique peut nous donner, en fait, et essayer de créer des ponts entre les deux, pour qu'on puisse aussi, d'une certaine manière, appliquer davantage le yoga dans notre contexte occidental, pour pouvoir vraiment en faire un outil qu'on s'approprie pleinement et qui ne soit pas quelque chose juste d'exotique, qui peut aussi quelquefois nous sortir un petit peu de nous-mêmes, par le fait que culturellement, il n'est pas complètement assimilé, il n'est pas complètement intégré. Donc mon idée aussi, c'est de pouvoir faire des ponts entre ces différents domaines, ces différentes voies d'exploration, pour pouvoir s'approprier pleinement les outils qui viennent quelquefois d'un petit peu loin et qui peuvent, s'ils ne sont pas utilisés correctement, et on le verra dans les différents épisodes, être aussi source de déséquilibre plus que de réalignement si on les utilise dans les mauvaises conditions, de la mauvaise façon, et quelquefois avec les mauvais timings, etc. Donc voilà, donc le yoga est pour moi un outil absolument fabuleux et l'outil est essentiel pour apprendre à réguler le système nerveux. On a des exercices extrêmement spécifiques pour apprendre à le faire et puis pouvoir corporellement, par la géométrie du corps, stimuler par des pressions, des angles et par les schémas respiratoires, par la résonance du son aussi dans certaines parties du corps, on peut avoir un impact phénoménal sur le système nerveux et sur le système glandulaire. Donc c'est des outils qui sont extrêmement précieux mais qui méritent d'être bien compris pour pouvoir être utilisés au mieux et être vraiment efficaces. Donc Stephen Porges, la théorie polyvagale, nous dit qu'en fait on a 3 états principaux du système nerveux autonome. Le premier état, c'est celui dont on a déjà parlé quand on parle d'un état relaxé. On est en mode de digestion-relaxation. C'est l'état relâché, c'est l'état de sécurité. Donc c'est quand, si on prend l'exemple de l'antilope qui est dans la savane, c'est quand elle broute l'herbe et qu'elle est à l'aise, elle est en train de manger, de se relaxer. Elle est dans un état de sécurité, elle se sent à la maison, tranquille. C'est la tranquillité, c'est notre état de tranquillité en fait, le premier état du système nerveux. Et c'est ce qu'on appelle l'état vagal ventral. Donc on va beaucoup parler du nerf vague, qui est le principal nerf du système parasympathique, donc le système, on pourrait dire le frein de l'organisme, c'est-à-dire le système qui nous relaxe, qui ralentit le rythme, qui ralentit notre rythme cardiaque, qui permet de se sentir tranquille.
Donc là, quand on est en vagal ventral, alors quand on dit vagal ventral, ça veut dire que c'est pas... parce qu'on va avoir vagal ventral et vagal dorsal. Donc là, dans le vagal ventral, ça ne veut pas dire qu'il part dans le ventre. Ça veut simplement dire que le nerf vague, en fait, il part du crâne et puis après, il irrigue en fait quasiment la totalité du corps jusqu'à nos organes sexuels. C'est un nerf très très long. Et ventral dans le sens où il part par devant. Alors que quand on parlera du vagal dorsal, c'est qu'il part par derrière au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça qu'on appelle ventral ou dorsal. Et le vagal ventral, en fait, c'est cet état de notre système nerveux autonome quand on se sent à la maison dans notre propre corps. C'est-à-dire, quand je suis dans cet état-là, je suis en mode social. Je peux accueillir, je suis dans ma partie réceptive. Je peux accueillir une nouvelle information. Donc c'est pour ça qu'on parle du mode digestion aussi, parce que je peux digérer une nouvelle information. Je peux digérer ma nourriture. Je peux digérer ce que je mets dans mon système, en fait. Donc je peux accueillir une nouvelle information. Je peux accueillir une nouvelle émotion. Je peux accueillir un nouveau regard sur la vie, c'est-à-dire par exemple un point de vue que quelqu'un viendrait me présenter sur tel ou tel sujet. Même si je ne suis pas d'accord ou que j'ai d'autres points de vue ou que j'ai d'autres expériences, je peux inclure dans mon système, j'ai la capacité de digérer une information qui n'est peut-être pas exactement la même que celle que j'ai acquise ou que j'ai apprise. Et donc voilà, c'est un état d'accueil. Fondamentalement, on parle d'un mode social, d'un mode interactif. Ce qui est très intéressant, c'est que biologiquement, quand on est dans ce vagal ventral, dans cette branche du système parasympathique, en fait, notre rythme cardiaque va se réguler en fonction de notre environnement et en fonction d'éventuellement notre interlocuteur ou notre interlocutrice. Donc c'est très intéressant parce que quand on dit cette capacité de se sentir à la maison, c'est qu'en fait, on a cette capacité de où qu'on soit, de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que notre rythme cardiaque, qui est, quand on parle d'Ayurveda, on parle de la prakriti, c'est-à-dire notre nature profonde. Elle se manifeste, notre prakriti, par la qualité de notre pulsation cardiaque. Et quand on est aligné avec notre fréquence propre, on a la capacité, au niveau de notre rythme cardiaque, de s'ajuster à la fréquence de notre interlocuteur. C'est-à-dire qu'on a la capacité, notre aura va commencer à pouvoir s'ouvrir, parce que notre aura, on considère ça comme le champ magnétique, un peu comme la bulle autour de nous qui va filtrer les informations par rapport à l'extérieur. Elle a cette capacité de s'adapter pour sentir en fait où est l'autre personne et pouvoir trouver la zone de rencontre, la zone de perméabilité, la zone d'interaction qui est fluide pour les deux. Donc on a une capacité d'empathie, une capacité à la fois d'être en soi-même et de recevoir là où l'autre est. Donc ce système vagal ventral, c'est la porte vers l'empathie, vers la compassion, vers en fait la joie et toutes les émotions positives qu'on pourrait dire, l'amour, le partage. Donc c'est vraiment le vagal ventral, c'est le mode du lien. C'est vraiment pour ça qu'on parle de notre part sociale. Le vagal ventral, il est opérant principalement depuis le diaphragme jusqu'en haut du corps. Et donc c'est lui qui va contrôler beaucoup notre respiration. Donc on parlait du rythme cardiaque aussi. Mais il va aussi moduler, en fait, nous aider à moduler notre langage non verbal, les mouvements de notre visage, donc c'est-à-dire les mimiques, les sourires. C'est lui aussi qui va nous permettre, donc il va gérer beaucoup la parole. Donc c'est lui qui nous permet d'avoir aussi une intonation de voix, une mélodie de voix qui va se moduler en fonction de notre interlocuteur. Le rythme aussi de la voix qui va pouvoir... Donc tout ça, c'est les conséquences du fait que le rythme cardiaque s'ajuste. Comme le rythme cardiaque est capable de s'ajuster, ça va se manifester par rapport à la manière dont notre visage va changer de texture, d'émotion. On va montrer différents visages en fonction du sujet dont on parle, de l'émotion qu'on veut faire passer à l'autre, etc. Donc on a une très très grande capacité d'adaptation, une très très grande flexibilité. Et c'est une forme de malléabilité qui n'est pas que je m'oublie et je perds mon sens de l'identité, mais c'est plus que je peux inclure, au sein de mon identité, je peux inclure d'autres informations. Donc je suis dans un processus d'expansion de ma conscience. Donc le vagal ventral, c'est vraiment cette partie de nous, on se sent à la maison et c'est celui qu'on veut étendre au maximum, ce système vagal ventral, pour pouvoir accueillir de plus en plus la vie sous toutes ses formes, sous toutes ses facettes.
Donc toutes les techniques de yoga vont avoir pour objectif, en fait, à travers la respiration, à travers les postures, etc., de venir stimuler la capacité de ce vagal ventral à inclure de plus en plus. Ok. Donc ça, c'est notre état, on va dire, on peut l'appeler l'état sécurité, l'état social, l'état à la maison, qui est quand mon système parasympathique est en vagal ventral, c'est-à-dire en mode tranquille. Ok. Donc ça, c'est le premier état, et on va dire c'est quand l'antilope, elle est simplement en train de brouter, tout va bien, il y a le soleil, elle est avec le troupeau, il n'y a pas de menace, tout est sécure en fait. Voilà, donc ça c'est le premier mode du système nerveux, d'accord ? Et c'est le mode dans lequel on cherche principalement à vivre notre existence, c'est-à-dire que c'est clair que si on n'est pas dans ce mode-là, et on va le voir en parlant des autres modes du système nerveux, notre capacité à accueillir la vie est extrêmement réduite, d'accord ? Donc le deuxième mode, c'est quand l'antilope va commencer à sentir et entendre peut-être un bruit dans les buissons, ou voilà, quelque chose qui peut faire penser à voilà, une forme d'intrusion, en tout cas un élément extérieur qui vient un peu perturber une forme de tranquillité. Et son système va s'activer. Donc quand on parle d'activation du système nerveux, c'est-à-dire que c'est la partie sympathique du système nerveux qui s'active. Donc là, c'est plutôt l'accélérateur, si on prend l'image de la voiture. C'est que là, d'un seul coup, les sens se mettent aux aguets. L'antilope va entendre mieux, sentir mieux, voir mieux. Elle va être en état d'hyper-vigilance pour pouvoir reconnaître en fait toute variation dans son environnement qui pourrait être signe d'une potentielle menace. D'accord ? Donc là, c'est le système sympathique, c'est le deuxième mode du système nerveux, lui va s'activer quand on sent qu'il y a dans notre environnement proche quelque chose qui peut être éventuellement source de danger. D'accord ? Donc le système sympathique va être notre réponse de protection face à un danger. Ok ? Donc, cette protection, elle est hyper utile parce que elle va nous permettre de survivre et dans un état où potentiellement il y a quelque chose qui peut menacer soit le groupe, soit l'antilope elle-même. Mais en tout cas, c'est cet état du système nerveux qui nous met, on va dire, aux aguets. Et biologiquement, lui, quand on parle de pédale d'accélérateur, lui, il va accélérer notre rythme cardiaque. Donc on peut sentir quand notre système sympathique s'active qu'on sent un peu les palpitations dans la poitrine, on sent le rythme cardiaque qui peut s'accélérer, qui peut être plus fort aussi. Il y a plus de feu en fait qui s'active dans notre corps. Il y a vraiment un espace, si le premier état était très connecté avec les éléments de l'air et de l'éther, c'est-à-dire quelque chose de très expansif, très accueillant, là on commence à être quelque chose qui nous met dans l'élément du feu, c'est-à-dire celui qui pose aussi la forme, la limite, l'identité, c'est-à-dire que mon identité est menacée. Donc l'élément feu s'active dans mon corps pour préserver cette identité-là. Donc ça se manifeste par une sensation aiguë des battements du cœur. Donc ça aussi, c'est le moment où on peut avoir un peu les joues qui deviennent chaudes ou rouges, donc la manifestation de la couleur du feu qui se manifeste dans le visage. Et ce qui se passe biologiquement, en fait, c'est que le corps se prépare pour pouvoir répondre biologiquement à une menace. Et comment le corps répond à une menace, c'est soit en préparant le corps à fuir, soit en préparant le corps à combattre. Mais dans les deux cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre les ressources en sucre en fait, de l'organisme, les ressources stockées, et commencer à les mettre en circulation. Donc la circulation sanguine va accélérer, va se mettre en périphérie du corps. Donc quand on est en mode vagal ventral, l'énergie peut circuler assez librement dans les différents endroits du corps, et puis elle peut naturellement aller en mode digestion. Elle peut aller dans notre système digestif pour digérer par exemple la nourriture qu'on est en train de manger. Quand on rentre en système sympathique, système d'activation, là l'énergie va aller vers la périphérie et toute l'énergie qui a été stockée dans le passé va commencer à être mise en circulation. Donc il y a l'adrénaline, noradrénaline, le cortisol, toutes les ce qu'on appelle les hormones du stress qui se mettent en mouvement pour en fait stimuler les ressources du corps à combattre ou à fuir.
Okay, et ce qui fait que beaucoup d'énergie va aller dans nos muscles pour que le corps soit très efficace dans sa capacité à réagir au danger, à la menace. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle de rythme cardiaque qui s'accélère, mais aussi la respiration qui peut s'accélérer, parce qu'on veut oxygéner au maximum les muscles, on veut avoir un maximum d'énergie en périphérie du corps pour protéger la maison. Donc, premier mode vagal ventral, on est relaxé à la maison. Système sympathique, on veut défendre la maison qui est menacée. D'accord. Et ce qui est intéressant on va voir, parce qu'il y a un troisième état du système nerveux, c'est qu'il y a une hiérarchie dans la menace, si vous voulez. C'est que là, quand on est juste dans le mode sympathique, c'est-à-dire qu'il y a une menace, mais on va dire relative. Donc ça, c'est quand l'antilope, elle va entendre un bruit dans les buissons, donc elle n'est pas encore en danger de mort, elle est simplement aux aguets. Si elle commence à voir concrètement ou à sentir que le lion est là, ou voir le mouvement du lion qui commence à aller vers elle, là, elle va commencer à sérieusement s'activer et commencer à courir. Donc là, il y a le système sympathique qui va augmenter son activation encore plus pour extraire un maximum de ressources du corps pour aller nourrir au maximum les muscles, pour donner un maximum d'énergie dans cette fuite pour que l'antilope puisse courir plus vite, plus loin, plus fort, grosso modo. Mais c'est le danger encore relatif, c'est-à-dire que l'antilope, elle a encore des chances de sauver. Le troisième état, c'est pour dire qu'il y a une forme de hiérarchie aussi c'est que là, quand le lion, il se trouve que le lion se rapproche de l'antilope et qu'à un moment donné, l'antilope sent que elle peut plus. Elle est dominée, en fait, elle est dépassée, et qu'elle n'a pas les ressources pour courir plus vite que le lion, là, elle va entrer dans un troisième mode du système nerveux. C'est-à-dire qu'elle va sentir qu'elle est vraisemblablement en danger de mort imminente, d'accord. Et là, le danger de mort va activer chez elle un autre mode du système nerveux, et on partage aussi ce mode du système nerveux, nous, en tant qu'humains, qu'on appelle le vagal dorsal, d'accord. Donc, deuxième branche du nerf vague, qui part par derrière, c'est pour ça qu'on appelle dorsal. Et cette troisième réponse du système nerveux, c'est ce qu'on appelle freeze. Donc quand on prend les F, il y a fight, flight, freeze. Freeze, c'est l'immobilisation, c'est quand on se gèle, qu'on est dans un état de figement. D'accord. C'est que l'antilope, au bout d'un moment, si elle sent qu'elle ne peut plus courir, elle ne peut pas lutter contre le lion, et qu'elle est vraiment dans un état dominé, et la mort est proche, ce qui va se passer, c'est que son corps instantanément va se figer et elle va tomber comme si elle était morte. D'accord. Et c'est très intéressant, quand on voit les vidéos de ça, je vous invite à aller regarder sur Google, taper ça, figement, antilope, etc. Quand on voit, d'un seul coup, c'est un corps mort, alors qu'elle était en pleine activité, au maximum de son activation du système nerveux et de toutes les ressources de son organisme. Instantanément, elle se fige et elle tombe comme si elle était morte. Et c'est une deuxième réponse de protection, en fait, de survie, qui est très intéressante, parce que ce que ça va créer, c'est plusieurs choses. Mais première chose, c'est que le lion, lui, il a couru, donc il a aussi déployé son système sympathique, donc il est épuisé à ce stade, et quand il voit l'antilope qui s'effondre, il arrête d'un seul coup la lutte, et il reprend son souffle, il y a comme un état de disruption, il est là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc il reprend sa respiration, ça c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, et du coup il n'est pas pressé d'aller la manger, parce que lui il va attendre que son système se régule et qu'il soit à nouveau en mode vagal ventral de relâchement, détendu, etc., pour pouvoir manger tranquillement l'antilope, donc retrouver un état de détente, parce que instinctivement il sait qu'il ne peut pas digérer s'il est en activation sympathique. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que les animaux fonctionnent beaucoup en instinctif, donc je vous invite pour ça à aller voir le précédent épisode sur le soi instinctif, et à nouveau sur la neuroception et la régulation, parce que ce qu'on appelle la neuroception, c'est la capacité qu'on a de sentir l'état du système nerveux de notre environnement, d'un individu, de quelqu'un d'autre. Et instinctivement, le lion a la capacité de sentir l'état du système nerveux de l'antilope, et à ce moment-là, instinctivement, il va sentir qu'elle est morte. Donc il y a aussi, d'un seul coup, c'est plus un corps vivant.
Parce que biologiquement, c'est comme si elle était morte. Vraiment, elle s'est figée. Elle est figée comme un corps mort. Et naturellement, dans le sauvage, les animaux, quand il y a un corps qui est mort, ils ne savent pas depuis combien de temps il est là, c'est pas forcément bon à manger. Donc il y a ces deux éléments qui font que le lion peut avoir un moment de... Il ne sait pas trop où il en est, en tout cas, il est coupé dans son mouvement naturel d'aller manger l'antilope et d'aller la prendre à la jugulaire. Et ces quelques secondes, quelques minutes de battement vont pouvoir permettre à l'antilope, dans le moment de distraction du lion, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se secouer très rapidement et puis elle va repartir et elle va profiter du moment de détente et de distraction du lion pour trouver un échappatoire. Donc c'est un deuxième mode de survie qui s'active quand la menace est plus importante. C'est-à-dire quand il y a vraiment un danger de vie ou de mort, on passe dans ce mode qui est ce qu'on appelle le vagal dorsal. Donc à nouveau, on est dans le parasympathique cette fois-ci. Donc c'est intéressant, c'est que de voir que la dynamique de survie n'implique pas seulement le système sympathique. Et c'est ça le grand apport de la théorie polyvagale. C'est qu'avant, on pensait qu'il y avait, soit on est activé, on est en survie et du coup on est en sympathique, soit on est en détente et on est en parasympathique, c'est le nerf vague et on est tranquille. Là, la grande avancée, la grande découverte, on va dire, de la théorie polyvagale de Stephen Porges, c'est de reconnaître qu'en fait, non, dans l'état de figement, en fin de compte, c'est aussi la branche parasympathique du système nerveux autonome qui est activée, mais une autre partie du nerf vague. Et dans ce nerf vagal dorsal, en fait, lui, il va gouverner plutôt depuis le diaphragme en bas, c'est-à-dire plutôt tout ce qui est les viscères, en dessous du diaphragme. Là où le vagal ventral, c'était plutôt du diaphragme en haut, là, le vagal dorsal, c'est depuis le diaphragme en dessous. Donc lui, ce système vagal dorsal, il est très très relié à notre côté viscéral. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est en vagal ventral, donc en état de détente et de tranquillité, en fait, le vagal ventral va avoir le contrôle sur le vagal dorsal. D'accord ? Donc ça, c'est important à comprendre parce que quand on dit qu'on est dans un état de relaxation et de digestion, c'est que le vagal ventral reprend le contrôle sur le dorsal, qui est un peu comme le frein à main, lui. Le dorsal, c'est le frein à main. Donc le ventral, c'est le frein normal du corps, le sympathique, c'est l'accélérateur, le dorsal, c'est le frein à main. Et ce qui est intéressant, c'est que le ventral va prendre contrôle naturellement sur le dorsal quand on est dans un état harmonieux, on est en sécurité, on se sent à la maison. Par contre, quand le dorsal prend le contrôle pour une raison de survie, comme là l'antilope qui se fige, à ce moment-là, en fait, ce qui se crée, c'est une dissociation complète. C'est-à-dire qu'elle est morte, c'est comme si elle était morte biologiquement, parce qu'en fait, c'est comme si son corps d'énergie quitte temporairement son corps physique. Donc, elle est dans un état de dissociation. Ok ? Donc ça, c'est très, très important à comprendre, parce que quand on se retrouve dans un état comme ça, qui nous fait raisonner sur une dynamique de vie ou de mort, et ce qui est très intéressant, c'est que souvent on va se retrouver dans cet état de dorsal, c'est pas forcément qu'il y a eu réellement une menace de vie ou de mort. Mais dans notre système, dans la mémoire de notre système nerveux, ça a été enregistré comme ça, et du coup la réponse va se retrouver en vagal dorsal. Et quand on est dans cet état de dissociation, en fait, on se sent dissocié de nous-mêmes, on se sent loin de nous-mêmes, on se sent vide, parce qu'en fait c'est comme si notre corps physique est vide, on se sent insensible. On a l'impression qu'on peut rien, il y a un sentiment d'impuissance qui peut être énorme, phénoménal, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on ne se sent plus vivant. Donc, on sent qu'on n'a plus de prise sur la vie. Donc, il y a à la fois une notion d'impression qu'on n'a plus de contrôle, qu'on a perdu toute possibilité d'agir sur le vivant. Dans le dorsal, il peut y avoir un sentiment de victime énorme. Tout est trop. Tout est too much. On est dépassé par la moindre petite chose, on est noyé dans un verre d'eau. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de prise sur la vie, parce qu'on n'est plus dans notre corps. Et c'est le système de survie que génère notre système nerveux quand en fait il y a trop de douleur, il y a trop d'informations. C'est-à-dire que l'antilope, si à ce moment-là elle générait encore plus d'extraction des réserves pour encore plus courir fort ou encore plus lutter contre le lion, en fait si elle activait encore plus le feu dans son organisme, et à ce moment-là elle mourrait en fait. Elle brûlerait littéralement. Donc, c'est le système de survie comme le frein à main qui dit au dernier recours, en fait, j'éteins
C'est le bouton off de l'organisme. Donc il y a quelque chose qui s'apparente là vraiment à la mort. Donc vous voyez, c'est un système qui s'active quand c'est une question de vie ou de mort, et c'est un système qui nous fait sentir à l'intérieur de nous-mêmes comme si on était mort. Donc c'est un peu un vide intersidéral, c'est le noir complet, on ne sait plus par quel bout le prendre. Donc ce que ça crée psychologiquement, c'est aussi beaucoup d'isolation, d'isolement. On n'a plus envie de voir les gens, on n'a plus envie de s'engager socialement parce que quand le système dorsal est actif, on n'a plus accès au sympathique, on n'a plus accès au ventral, donc on n'a plus accès à une sensation de sécurité, à tous les mécanismes d'interaction sociale, d'empathie, de compassion, de joie, et ça. Tout ça, c'est pas accessible. Et on n'a plus non plus accès à toute la partie de nous qui pourrait être en colère, en rage, qui pourrait nous permettre de lutter ou de se défendre face à une situation, c'est-à-dire de combattre en fait, c'est-à-dire de se battre pour que la situation change. Donc on se sent complètement dépassé. Et ce qui est intéressant dans cette hiérarchie des systèmes nerveux, c'est qu'on les retrouve progressivement dans l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire que d'abord, on trouve le plus ancien, c'est le système dorsal, qu'on partage notamment avec, on pourrait dire, les reptiles. Et ensuite est apparu le système sympathique, deuxième mode du système nerveux. Et ensuite est apparu le vagal ventral, donc qui est vraiment l'interaction tribale dans le groupe, etc. Donc c'est 3 étapes progressives d'apparition, de déploiement du système nerveux. Et c'est dans cet ordre-là aussi qu'on peut retrouver une forme de régulation d'équilibre. C'est-à-dire que quand on est en dorsal, la seule manière de pouvoir repasser en mode sécurité, donc quand on est en mode vie ou mort, survie, question de vie ou de mort, danger de vie ou de mort, la seule manière de passer en sécurité à la maison, c'est de repasser par le mode sympathique de fuite ou de combat. Donc si je suis en dorsal, je dois repasser par le système sympathique pour ensuite retrouver le vagal ventral de sécurité et de tranquillité. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que ça nous donne des pistes, quand on parle de régulation, c'est une capacité de naviguer entre ces différents états. Parce c'est des états, c'est l'intelligence du corps qui manifeste ces états-là. Donc ce n'est pas des problèmes, c'est la solution qu'a trouvé le corps pour gérer un stress. D'accord ? Donc notre corps fait de notre mieux pour s'adapter à la situation. Le problème, c'est quand on reste bloqué dans une situation. Et notamment, on va expliquer dans un prochain épisode comment la dynamique traumatique, en fait, est complètement ancrée dans cette interaction entre ces différents systèmes nerveux. Parce que ce qui se passe au moment d'un trauma, c'est qu'en fait, on est passé en dorsal. Et du coup, il y a tout ce mouvement sympathique qui a été là, qui n'a pas pu aller à son terme. C'est-à-dire que le feu a été amplifié au maximum, mais il ne s'est jamais résorbé. Et c'est ce qui fait tous les symptômes qu'on trouve dans les dynamiques traumatiques, dans les symptômes de stress post-traumatique, etc., etc. Mais on aura tout un autre épisode sur le sujet. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est déjà catégoriser ces 3 parties du système nerveux. Le vagal ventral, quand je suis en sécurité à la maison, tranquille. Système d'interaction sociale. Mon rythme cardiaque se régule en fonction de mon environnement, je m'adapte. Le deuxième, fuite ou combat, je suis en système sympathique, je me défends face à une menace relative. Et troisième mode, le vagal dorsal, là je suis dans danger de mort en fait simplement. Donc là c'est le recours ultime de l'organisme, le vagal dorsal va me dissocier, me mettre en état de figement pour que je puisse temporairement gérer la situation. Voilà, donc ces 3 états du système nerveux. Tout, vous allez comprendre que, et on ira en détail là-dessus, et je suis prêt à entendre toutes vos questions sur le sujet. Toute l'idée, ça va être évidemment de travailler au maximum pour rentrer dans cette interaction entre le vagal ventral, donc l'état de sécurité, et le sympathique, c'est-à-dire de pouvoir générer des stress, qu'on va appeler stress positif, c'est-à-dire de se mettre volontairement dans des états de stress du système sympathique, et un stress qu'on peut intégrer, qu'on peut gérer. Et dans ce cas-là, on revient en ventral, en relaxation. Et plus on travaille sur cette interaction entre le sympathique et le vagal ventral, plus on travaille à renforcer cet état naturel de régulation. C'est-à-dire quand on est dans un état où on doit répondre au stress et se protéger, on se protège, mais on a cette capacité de revenir à un état réceptif, d'accueil. Donc tout l'enjeu, ça va être justement, alors à la fois, et on va voir plus concrètement dans d'autres épisodes comment on peut faire ça, mais d'aller nous-mêmes chercher le stress pour pouvoir créer la capacité du système nerveux à se réguler
Et comme un muscle, en fait, l'entraîner à trouver sa résilience, sa propre résilience. Voilà. Merci beaucoup d'être allé jusque-là dans cette écoute de la théorie polyvagale. C'est un sujet qui m'anime beaucoup et qui me plaît beaucoup. C'est aussi tout un aspect de mon travail. Donc si ça vous intéresse de creuser, j'accompagne les gens alors à la fois dans des retraites et aussi dans un travail en one-to-one pour aller justement travailler sur cette régulation du système nerveux. Donc si vous êtes intéressé par mon travail, n'hésitez pas à me contacter et d'aller faire un tour sur mon site internet. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des éléments qui n'ont pas été clairs ou vous avez des approfondissements, ce sera avec grand plaisir qu'on peut construire aussi les épisodes en fonction de vos retours. Et merci de liker, de partager, etc. Le podcast se diffuse de plus en plus et ça me fait chaud au cœur parce que j'ai plein de retours super positifs de votre part et je me sens super connecté à vous de faire ça. Donc ça me met en joie. Donc merci pour votre écoute, pour votre présence et votre engagement dans ces échanges. À très bientôt, Satnam.